Il existe une tactique que les personnes toxiques utilisent contre vous, tous les jours. Et le pire, c'est qu'elles ne laissent aucune preuve. Pas de cris, pas de coups, pas de paroles blessantes que vous pourriez répéter à quelqu'un d'autre. Seulement le silence, un mutisme qui vous détruit de l'intérieur. Tandis que la personne qui l'utilise peut dire avec une innocence déconcertante « Je n'ai rien fait ». Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Ce qu'il a découvert va vous laisser sans voix, parce que ce silence que vous ressentez n'est pas un hasard. C'est l'une des tactiques de contrôle psychologique les plus sophistiquées qui existent. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment elle fonctionne. Si jamais vous vous êtes senti confus, ignoré ou coupable sans savoir exactement pourquoi, cette vidéo va vous donner les réponses que vous cherchez depuis des années. Parce que ce sentiment a un nom. Et Jung, non seulement l'a documenté, mais il a aussi développé des techniques pour vous protéger. Mais avant de vous révéler les 7 façons dont une personne toxique utilise le silence pour vous contrôler, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le silence normal n'est pas la même chose que le silence stratégique. Nous avons tous besoin d'espace parfois. Nous restons tous silencieux lorsque nous traitons des émotions. C'est humain. C'est sain. Mais le silence d'une personne toxique a une intention complètement différente. Jung appelait cela l'agression passive parfaite. Parce que le silence stratégique remplit 3 fonctions qu'aucune autre tactique de manipulation ne peut accomplir simultanément. Premièrement, il vous fait vous sentir coupable sans que personne ne vous ait accusé de quoi que ce soit. Deuxièmement, il vous oblige à chercher des explications dans votre propre conduite, au lieu de remettre en question la leur. Et troisièmement, il vous maintient dans un état d'anxiété constante, en attendant que l'autre personne revienne à la normale. C'est la manipulation parfaite, invisible, impossible à prouver et dévastatrice efficace. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 7 façons spécifiques dont elle fonctionne. La première façon, c'est le silence comme punition. C'est la plus courante et probablement celle que vous reconnaissez déjà. Soudain, sans prévenir, la personne cesse de vous parler, ne répond pas à vos messages, vous ignore quand vous lui demandez quelque chose, vous traite comme si vous n'existiez pas. Mais voici ce qui est crucial, elle ne vous dit jamais pourquoi. Jung a observé que cette ambiguïté est intentionnelle. La personne toxique sait exactement ce qu'elle fait, mais en ne verbalisant pas son mécontentement, elle vous oblige à deviner. Et dans ce processus de devinette, vous commencez à passer en revue chaque chose que vous avez dite ou faite, en cherchant l'erreur. Vous vous blâmez pour des choses que vous n'avez probablement même pas faites. Un patient de Jung a décrit cette expérience comme vivre dans un palais de justice, où vous êtes accusé d'un crime que personne ne vous dit quel est, et où vous-même finissez par être procureur, juge et bourreau de vous-même. Le génie pervers de cette tactique, c'est que la personne toxique n'a rien à faire. Vous faites tout le travail de vous détruire vous-même, mais ce n'est même pas la moitié de ce qui est perturbant, parce que la deuxième forme de silence est encore plus nuisible. La deuxième façon, c'est le silence comme contrôle de l'information. La personne toxique remarque qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir. Il peut s'agir d'informations sur une décision qui affecte votre vie. Il peut s'agir de quelque chose qui vous préoccupe et que vous devez résoudre. Il peut s'agir simplement de savoir où elle est ou ce qu'elle fait. Et elle vous nie délibérément cette information. Elle ne vous ment pas directement. Elle ne vous dit simplement rien. Elle vous laisse dans l'incertitude. Et pendant que votre esprit tourne en rond, essayant de combler les vides, la personne toxique maintient le contrôle absolu de la situation. Jung a identifié cela comme une forme de colonisation psychique. Parce que lorsque quelqu'un contrôle l'information que vous recevez, il contrôle votre réalité. Et quand il contrôle votre réalité, il vous contrôle vous. Le plus insidieux, c'est que si vous vous plaignez, si vous demandez des explications, si vous exigez de savoir ce qui se passe, la personne toxique a la réponse parfaite. Je ne savais pas que tu voulais savoir. Ah, tu ne m'as jamais demandé. Je ne pensais pas que c'était important. Elle vous fait passer pour un paranoïaque parce que vous avez besoin de savoir des choses élémentaires. Et petit à petit, vous cessez de demander
Vous cessez d'exiger. Vous acceptez de vivre dans le brouillard de l'incertitude, parce que c'est moins épuisant que de se battre pour chaque bribe d'information. Mais gardez ce que vous venez d'apprendre, parce que la troisième façon, c'est là que cela devient vraiment sombre. La troisième façon, c'est le silence comme invalidation de votre réalité. Imaginez ceci, quelque chose vous dérange. Quelque chose que l'autre personne a fait ou dit. Vous essayez de le communiquer. Vous exprimez votre malaise. Et la réponse, c'est le silence absolu. Elle ne nie pas ce qu'elle a fait. Elle ne s'excuse pas. Elle ne se défend pas. Elle agit simplement comme si vous n'aviez rien dit, comme si vos mots n'existaient pas, comme si votre expérience était si insignifiante qu'elle ne mérite même pas une réponse. Jung appelait cela l'assassinat psychologique de l'expérience. Parce que lorsque votre réalité est constamment ignorée, vous commencez à en douter. Si personne ne répond à ce que vous dites, peut-être que ce que vous dites n'a aucune valeur. Si personne ne reconnaît votre douleur, peut-être que votre douleur n'est pas réelle. C'est le gaslighting le plus subtil qui existe. On ne vous dit pas que vous êtes fou. On vous traite simplement comme si vous l'étiez. Et avec le temps, vous commencez à le croire. Une des patientes de Jung a décrit des années vécues ainsi. Chaque fois qu'elle essayait d'exprimer une préoccupation légitime, son mari la regardait en silence pendant quelques secondes, puis changeait de sujet. Aucune confrontation, aucune discussion. Seulement ce silence qui lui faisait sentir qu'elle était invisible. Après des années, elle a cessé d'exprimer ses préoccupations. Après encore plus d'années, elle a cessé d'avoir des préoccupations. Elle avait perdu la capacité de savoir ce qu'elle ressentait. Sa réalité intérieure avait été effacée par le silence systématique d'une autre personne. Mais attendez, parce que ce qui vient maintenant, c'est ce que Jung considérait comme l'utilisation la plus sophistiquée du silence. La quatrième façon. C'est le silence stratégique avant l'attaque. La personne toxique a décidé qu'elle allait faire quelque chose qui va vous nuire. Il peut s'agir d'une trahison. Il peut s'agir d'une décision unilatérale qui vous affecte. Il peut s'agir de n'importe quoi qu'elle sait qui va vous déranger. Et dans les jours ou les heures avant de le faire, elle devient silencieuse. Ce n'est pas un silence agressif. C'est un silence distant. Comme si elle pensait à d'autres choses. Comme si elle était ailleurs mentalement. Jung a observé que ce silence a deux fonctions. Premièrement, il vous déstabilise. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas identifier quoi. Deuxièmement, il crée une distance émotionnelle qui permet à la personne toxique de faire ce qu'elle va faire sans se sentir coupable. C'est une façon de se déconnecter de vous émotionnellement avant de vous blesser. Une préparation psychologique pour l'attaque. Les patients de Jung ont décrit à plusieurs reprises ce schéma. Il y avait toujours du silence avant la trahison. Il y avait toujours cette sensation que quelque chose était différent. Mais quand il demandait, la réponse était toujours la même. Il ne se passe rien. Tu imagines des choses. Et puis, le coup arrive. Soudain, le mutisme prend tout son sens. Mais il est déjà trop tard. Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez ressenti ce silence qui précède le désastre, vous n'étiez pas en train d'imaginer des choses. Votre intuition vous alertait. Et Carl Jung dirait qu'apprendre à faire confiance à cette intuition est votre première ligne de défense. Mais il existe encore 3 autres formes de mutisme que vous devez connaître. Et la 5e est particulièrement cruelle. La 5e forme, c'est le mutisme comme arme de triangulation. La personne toxique ne vous ignore pas seulement vous. Elle s'assure que vous voyez qu'elle n'ignore pas les autres. Elle parle avec entrain à d'autres personnes, tandis qu'elle vous donne des réponses monosyllabiques. Elle répond haut. Message des autres en quelques secondes, tandis que les vôtres restent sans réponse pendant des heures. Elle montre de l'affection et de l'attention à tous, sauf à vous. Carl Jung identifiait cela comme une forme de violence relationnelle, parce que le message non verbalisé est clair. Les autres méritent mon attention. Pas vous. Les autres sont importants. Pas vous. Les autres sont dignes de réponse. Pas vous. Cette comparaison constante détruit l'estime de soi de manière systématique. Non pas parce qu'on vous insulte directement, mais parce qu'on vous montre répétément que vous valez moins que les autres. Et le pire,
c'est que si vous le mentionnez, si vous signalez là, différence de traitement, la personne toxique a des réponses parfaites. Tu es paranoïaque, tu es jaloux, tu imagines des choses. C'est juste qu'avec eux, j'ai des sujets différents à aborder. Jamais ils n'admettent que le mutisme sélectif est intentionnel. Jamais ils ne reconnaissent qu'ils vous comparent défavorablement aux autres, à dessein. Et vous finissez par sentir que le problème, c'est vous, pour avoir remarqué quelque chose qui se passe clairement. Calme, parce que la 6e forme est peut-être la plus difficile à identifier. La 6e forme, c'est le mutisme comme manipulation d'attente. La personne toxique établit un schéma de communication. Elle vous habitue à une certaine fréquence de messages, une certaine quantité d'attention, un certain niveau d'interaction. Et puis, sans explication, elle le réduit. Elle ne l'élimine pas complètement. Elle se contente de le réduire. Et votre cerveau, habitué à ce schéma précédent, entre en état d'alarme. Quelque chose a changé. Quelque chose ne va pas. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Carl Jung appelait cela le renforcement intermittent. Et il le comparait aux machines à sous. Parfois on gagne, parfois non. On ne sait jamais quand viendra la récompense. Et cette incertitude vous maintient accroché, à jouer encore et encore. Le mutisme intermittent fonctionne de la même manière. Parfois elle vous répond rapidement, parfois elle tarde des heures, parfois elle est affectueuse, parfois elle est distante. Vous ne savez jamais quelle version vous allez recevoir. Et cette imprévisibilité vous maintient, obsédé, à analyser chaque message, à interpréter chaque mutisme, à vivre dans l'attente de quand viendra le prochain signe que tout va bien. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est la dernière forme de mutisme, et c'est celle que Carl Jung considérait comme la plus destructrice de toutes. La 7e forme, c'est le mutisme comme négation d'existence. Ce n'est pas seulement vous ignorer, c'est agir comme si vous n'existiez pas. Vous entrez dans une pièce et ils ne vous regardent pas. Vous parlez et ils ne répondent pas. Vous êtes présent physiquement, mais vous êtes traité comme si vous étiez invisible, comme si vous étiez un fantôme, comme si votre présence n'avait aucun impact sur la réalité de l'autre personne. Carl Jung a documenté des cas de patients qui ont vécu des années dans cette dynamique. Ils partageaient une maison avec quelqu'un qui les traitait comme s'ils n'étaient même pas là. Il n'y avait pas de conflit ouvert, il n'y avait pas de dispute, seulement cette négation silencieuse et constante de leur existence. L'assassinat psychologique de l'expérience. Les dégâts psychologiques de cela sont profonds, parce que les êtres humains ont besoin d'être vus, nous avons besoin d'être reconnus, nous avons besoin de savoir que notre présence importe. Quand quelqu'un vous nie constamment cette reconnaissance basique, quelque chose à l'intérieur de vous commence à mourir. Une patiente de Carl Jung l'a décrit comme se sentir transparente, comme si la lumière passait à travers elle sans s'arrêter, comme si elle n'avait pas assez de substance pour être perçue. C'est ce que fait le mutisme comme négation d'existence. Il vous transforme en fantôme dans votre propre vie. Maintenant que vous connaissez les 7 formes de mutisme stratégique, vous devez apprendre à distinguer entre le mutisme normal et le mutisme manipulateur, parce que cette distinction peut vous épargner des années de souffrance. Carl Jung a identifié 5 signes qui distinguent le mutisme stratégique du mutisme authentique. Le premier signe, c'est la cohérence avec le contexte. Le mutisme normal a une cause identifiable. La personne est fatiguée, elle est en train de traiter quelque chose, elle est occupée. Il y a une raison qui a du sens dans le contexte de la situation, le mutisme stratégique. En revanche, apparaît de nulle part. Il n'y a pas d'événement déclencheur clair. Il n'y a pas de raison logique. Simplement, soudain, sans explication, la personne devient silencieuse. Et quand vous demandez pourquoi, la réponse est toujours vague ou inexistante. Si le mutisme n'a pas de sens dans le contexte, c'est un signal d'alarme. Le deuxième signe, c'est la réponse A. Communication directe. Quand quelqu'un a besoin d'espace authentique, généralement il le communique. Il dit quelque chose comme « j'ai besoin de temps pour penser » ou « je suis en train de traiter quelque chose » ou « donne-moi un moment ». Il y a une verbalisation du besoin. Le mutisme stratégique, en revanche, ne se verbalise jamais. Il s'impose simplement. Et quand vous essayez d'obtenir une explication,
La personne agit comme s'il n'y avait rien à expliquer, comme si le mutisme était complètement normal et que vous étiez l'étrange pour le remettre en question. Le troisième signe, c'est la sélectivité. Le mutisme authentique a tendance à être général. Si quelqu'un est épuisé ou en train de traiter des émotions, il est probablement silencieux avec tout le monde, pas seulement avec vous. Le mutisme stratégique est sélectif. La personne vous ignore vous, mais interagit normalement avec les autres. Elle est parfaitement capable de communication. Elle choisit simplement de ne pas communiquer avec vous spécifiquement. Cette sélectivité est la preuve que le mutisme est intentionnel et non involontaire. Le quatrième signe, c'est l'impact émotionnel. Le mutisme authentique peut être inconfortable, mais il ne vous fait pas sentir coupable sans raison. Il ne vous fait pas remettre en question votre santé mentale. Il ne vous laisse pas dans un état d'anxiété constante en essayant de déchiffrer ce que vous avez mal fait. Le mutisme stratégique, en revanche, est conçu pour produire exactement ces réactions. Il vous laisse confus. Il vous fait chercher la faute en vous-même. Il vous maintient dans un état de vigilance constante. Si le mutisme de quelqu'un vous fait constamment sentir coupable, anxieux et confus, ce n'est pas normal, c'est de la manipulation. Le cinquième signe, c'est la résolution. Le mutisme authentique finit par se résoudre. La personne traite ce qu'elle avait besoin de traiter, revient, et la communication se rétablit. Souvent, il y a une conversation sur ce qui s'est passé, une explication, un rétablissement de la connexion. Le mutisme stratégique, en revanche, se termine sans résolution. Soudain, la personne recommence à agir normalement, comme si de rien n'était. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de conversation, il n'y a aucune reconnaissance de ce qui s'est mal passé. Mais si vous essayez de parler de ce qui s'est passé, vous vous heurtez à plus de mutisme, ou à de la négation, ou à des accusations selon lesquelles vous exagérez. Le cycle ne se referme jamais, et ce manque de clôture vous maintient perpétuellement dans l'insécurité, attendant que le prochain épisode de mutisme arrive à tout moment. Maintenant que vous pouvez identifier le mutisme stratégique, vous avez besoin des outils pour vous protéger. Et c'est là que les enseignements de Carl Jung deviennent inestimables. Jung a développé ce qu'il appelait des techniques d'immunité psychique. Voici les 5 qui s'appliquent spécifiquement à la protection contre le mutisme manipulateur. La première technique est l'encre interne de réalité. Jung enseignait que le mutisme stratégique fonctionne parce qu'il vous fait douter de votre propre perception. Vous commencez à penser que vous imaginez peut-être des choses. Peut-être que le mutisme est normal et que c'est vous le problème. C'est ça. La colonisation psychique. L'antidote est de créer une encre interne de réalité. Cela signifie développer la pratique de documenter votre expérience. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous l'écrivez. Quand vous expérimentez le mutisme comme nuisible, vous l'enregistrez. Pas pour confronter l'autre personne, mais pour vous-même. Parce que quand vous avez un registre écrit de ce que vous avez vécu, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un de vous convaincre que vous êtes fou. Vos propres mots, écrits sur le moment, deviennent votre encre à la réalité, votre phare dans la nuit. La deuxième technique est le réseau de réalité externe. Jung a observé que les personnes piégées dans des relations avec des personnes toxiques sont souvent isolées. La personne toxique a réussi à couper leurs liens avec d'autres personnes qui pourraient valider leur expérience. C'est l'assassinat psychologique de l'expérience. La protection contre cela est de maintenir activement un réseau de personnes de confiance, des personnes à qui vous pouvez raconter ce que vous vivez, des personnes qui vous connaissent bien et peuvent vous dire si ce que vous décrivez semble normal ou non. Un peu comme parler à votre meilleur ami ou votre tata. Ces personnes deviennent votre système de vérification externe. Quand le mutisme vous fait douter de vous-même, vous pouvez consulter quelqu'un de votre réseau et obtenir une perspective objective. Jung appelait cela le miroir externe, et il le considérait comme essentiel pour toute personne qui était à risque de manipulation psychologique. Un soutien indéfectible dans le labyrinthe de l'esprit. La troisième technique est l'observation sans absorption. C'est peut-être le plus difficile à apprendre, mais aussi le plus puissant. Jung enseignait que nous pouvons observer le comportement des autres sans absorber l'impact émotionnel de ce comportement.
Cela requiert de développer ce qu'il appelait le témoin interne. Une partie de vous qui peut observer ce qui se passe sans s'identifier complètement à l'expérience. Quand quelqu'un vous donne le traitement silencieux, au lieu de vous plonger dans la culpabilité et l'anxiété, vous activez votre témoin interne. Vous notez « cette personne m'ignore ». Vous notez « cela me fait me sentir coupable ». Vous notez « je n'ai aucune preuve d'avoir fait quelque chose de mal ». Cette observation crée de la distance. Et cette distance vous protège de l'impact total du mutisme manipulateur, comme un bouclier. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous avez une partie de vous qui peut maintenir la perspective même, tandis qu'une autre partie expérimente la douleur. Une petite voix intérieure qui vous rappelle « ce n'est pas toi, c'est lui ». La quatrième technique est la limite énergétique. Jung parlait de l'énergie psychique comme d'une ressource finie. Chaque interaction, chaque pensée, chaque émotion consomme de l'énergie. Et le mutisme stratégique est conçu pour drainer votre énergie de manière continue. Pensez à la quantité d'énergie que vous dépensez à essayer de déchiffrer pourquoi quelqu'un vous ignore. À la quantité d'énergie que vous gaspillez à réviser chaque chose que vous avez dite à la recherche de l'erreur. À la quantité d'énergie qui se perd dans l'anxiété d'espérer que les choses reviennent à la normale. La limite énergétique signifie décider consciemment de la quantité d'énergie que vous êtes prêt à investir dans le fait d'essayer de comprendre ou de résoudre le mutisme d'une autre personne. Vous mettez un plafond. Et quand vous atteignez ce plafond, vous redirigez votre énergie vers d'autres choses, vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel, parce que la personne toxique compte sur le fait que vous dépensiez toute votre énergie à essayer de résoudre quelque chose qu'elle peut soutenir indéfiniment, sans effort. Une guerre psychologique. La cinquième technique est la validation interne. C'est peut-être la plus importante de toutes. Jung a observé que les personnes vulnérables au mutisme manipulateur ont quelque chose en commun. Leur sens de la valeur dépend dans une large mesure de la validation externe. Elles ont besoin que les autres leur confirment qu'elles sont dignes, qu'elles sont aimées, qu'elles comptent. Le mutisme stratégique exploite cette vulnérabilité en vous retirant la validation. La personne toxique vous fait sentir que vous ne valez rien. Vous êtes jugé coupable au sein de votre propre palais de justice intérieure. La protection ultime est de développer la capacité de vous valider vous-même. Cela signifie apprendre à reconnaître votre propre valeur indépendamment de la façon dont les autres vous traitent. Cela signifie comprendre que le mutisme d'une autre personne en dit plus sur cette personne que sur vous. Jung appelait cela le renforcement du noyau interne, et il le considérait comme le travail le plus important que toute personne puisse faire pour sa santé psychologique, pour éclairer son ombre. Quand votre sens de la valeur vient de l'intérieur, le mutisme des autres perd son pouvoir sur vous. Cela peut être désagréable, cela peut être douloureux, mais cela ne peut pas vous détruire. Maintenant, si ce contenu vous ouvre les yeux, si finalement quelqu'un met des mots sur des expériences que vous avez vécues, mais que vous ne saviez pas comment décrire, envisagez de cliquer sur le « Merci » ici en bas. Ce que vous venez d'apprendre, les 7 formes de mutisme stratégique et les 5 techniques de protection de Jung, est une information que la plupart des gens passent des années à essayer de découvrir. Certains ne la découvrent jamais. Ils vivent toute leur vie en étant manipulés par des mutismes qu'ils ne savent pas identifier. Des victimes silencieuses. Quand vous soutenez ce contenu, vous dites quelque chose d'important. Vous dites « cette information vaut la peine ». Continuez à révéler ce que les autres occultent. Continuez à donner du pouvoir aux personnes qui sont manipulées. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est un vote pour plus de contenu qui expose les tactiques de manipulation et enseigne aux personnes à se protéger. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Jung a développé ce qu'il appelait le protocole de réponse au mutisme stratégique. Voici les 5 étapes qu'il enseignait à ses patients. Étape numéro 1. Ne pas poursuivre. L'instinct naturel quand quelqu'un vous ignore est de poursuivre, d'envoyer plus de messages, d'appeler plus de fois, de chercher la connexion qui a été coupée, mais poursuivre est exactement ce que la personne toxique veut. Cela lui confirme que sa tactique fonctionne.
Cela lui donne du pouvoir. La première étape est de résister à cet instinct. Ne pas poursuivre, ne pas envoyer de message demandant ce qui s'est passé, ne pas appeler 10 fois, ne pas aller le chercher physiquement. C'est incroyablement difficile quand vous êtes conditionné à chercher la validation de cette personne. Mais c'est le premier pas vers la liberté, vers la sortie du labyrinthe. Étape numéro 2, documentez intérieurement. Pendant que vous ne poursuivez pas, documentez. Écrivez ce qui se passe, date, heure, description du comportement. Comment cela vous affecte? Cette documentation est pour vous, pas pour confronter qui que ce soit. C'est votre point d'ancrage dans la réalité. C'est la preuve dont vous aurez besoin plus tard, quand vous commencerez à douter de vous-même. Troisième étape, activez votre réseau de réalité. Contactez quelqu'un en qui vous avez confiance. Parlez-lui de ce qui se passe. Demandez son point de vue. Laissez-le vous rappeler qui vous êtes et ce que vous méritez. Pas pour qu'il vous dise quoi faire, seulement pour qu'il vous aide à maintenir votre point d'ancrage dans la réalité, pendant que l'autre personne essaie de vous le faire perdre. C'est une bataille pour votre santé mentale. Quatrième étape, maintenez votre routine. Le mutisme stratégique est conçu pour vous déstabiliser, pour vous faire abandonner vos activités normales, pendant que vous vous obsédez sur ce qui se passe. C'est une forme de colonisation psychique, une tentative d'assassiner votre propre expérience. La réponse est de maintenir votre routine, aller au travail, voir vos amis, faire de l'exercice. Continuez à vivre votre vie comme si le mutisme de cette personne n'avait pas le pouvoir de vous paralyser. Parce qu'il ne l'a pas, à moins que vous ne le lui donniez. Ne tombez pas dans le piège. Ne laissez pas leur ombre obscurcir votre lumière. Cinquième étape, évaluez quand le mutisme se termine. Éventuellement, la personne toxique reviendra. Elle agira comme si de rien n'était, et elle espérera que vous ferez de même. C'est une danse macabre. C'est le moment crucial, parce que ce que vous ferez ici déterminera si le cycle se répète ou s'il se brise. Carl Jung, le grand psychologue, recommandait une conversation claire et brève quand le mutisme se terminait. Quelque chose comme « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Quand tu disparais sans explication. Cela m'affecte de ces manières spécifiques. Je ne suis pas disposé à ignorer ça et à prétendre que tout va bien. C'est un acte de courage. La réponse à cette conversation vous dira tout ce que vous devez savoir. Si la personne minimise, nie ou vous blâme pour votre réaction, c'est un signe clair que le mutisme était stratégique et que le schéma continuera. C'est un signal d'alarme. Si la personne reconnaît, explique genuinement et s'engage à communiquer différemment, il y a espoir de changement. Mais n'oubliez jamais, le palais de justice intérieure est souvent injuste. Mais Carl Jung avertissait, regardez les actions, pas les mots. Beaucoup de manipulateurs sont experts pour dire ce que vous voulez entendre. Ce qui importe, c'est si le comportement change réellement. C'est la seule vérité. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre est venu en thérapie après 15 ans de mariage. Sa femme, Sophie, utilisait le mutisme comme son arme principale. Elle pouvait passer des semaines sans lui adresser la parole, sans raison apparente, sans explication quand cela se terminait. Pendant des années, Pierre la poursuivait. Il suppliait. Il s'excusait pour des choses qu'il n'avait pas faites. Chaque fois que le mutisme se terminait, il était tellement soulagé qu'il ne demandait pas ce qui s'était passé. Il voulait seulement que les choses redeviennent normales. Il était pris dans le labyrinthe de l'esprit. Quand il a appris le mutisme stratégique, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de lui, pour la première fois. Il a vu le schéma clairement. Il a vu que ce n'était pas sa faute. Il a vu qu'il avait été manipulé systématiquement pendant plus d'une décennie. Il a mis en œuvre le protocole de Carl Jung. Il a arrêté de la poursuivre. Il a commencé à documenter. Il a activé son réseau de réalité avec ses frères et sœurs et ses amis qu'il avait éloignés pendant des années. Il a maintenu sa routine. Le premier épisode de mutisme après ce changement a duré 3 semaines. Pierre n'a pas poursuivi une seule fois. Il a continué sa vie. Quand sa femme a finalement recommencé à lui parler, en agissant comme si de rien n'était,
Il a eu la conversation que Carl Jung recommandait. Sa femme l'a accusé d'être froid, de ne pas se soucier d'elle, d'avoir changé. Cette réponse lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'était la vérité. Pierre n'a pas divorcé immédiatement, mais à partir de ce moment, le mutisme de sa femme a perdu son pouvoir sur lui. Il savait que c'était une tactique. Il savait que ce n'était pas sa faute. Il savait qu'il n'avait pas à la poursuivre, ni à s'excuser pour des choses qu'il n'avait pas faites. Il avait enfin retrouvé son pouvoir. 2 ans plus tard, Pierre a quitté ce mariage, non pas avec de la haine, mais avec de la clarté. Il savait exactement qui avait été sa femme, et qui il avait été pendant toutes ces années. Le changement n'a pas été facile, mais il a été possible, parce que la connaissance est le premier pas vers la liberté. Carl Jung disait que tant que vous ne rendez pas conscient ce qui est inconscient, cela dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Pendant des années, vous avez probablement pensé que c'était votre destin d'être avec des personnes qui vous ignoraient, que d'une certaine manière, vous le méritiez, que c'était votre faute si les autres vous traitaient ainsi. Vous étiez prisonnier de l'ombre. Maintenant, vous connaissez la vérité. Ce n'est pas votre destin. C'est un schéma de manipulation qui a un nom, qui a une structure et qui a une solution. Vous pouvez échapper au labyrinthe. Le mutisme stratégique ne fonctionne que tant qu'il reste invisible. Maintenant que vous pouvez le voir, il perd une grande partie de son pouvoir. Cela ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Cela signifie que cela ne vous détruit plus. Cela signifie que vous avez les outils pour vous protéger. Cela signifie que vous pouvez briser le cycle. Vous avez la force de vous reconstruire. Si quelqu'un dans votre vie utilise le mutisme comme une arme, vous n'êtes plus impuissant. Vous avez la connaissance que Carl Jung a développée au cours de décennies de travail clinique. Vous avez les techniques pour protéger votre réalité psychologique. Vous avez la compréhension de ce qui se passe réellement. Vous possédez la clarté. Cette connaissance est le pouvoir. Utilisez-la sagement. Et si vous connaissez quelqu'un qui est détruit par le mutisme d'une autre personne, partagez cette vidéo avec cette personne. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi. Envoyez-la simplement. C'est peut-être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre en ce moment. C'est un acte de compassion. Commentez ici en bas combien de ces 7 formes de mutisme vous avez expérimenté. Vous n'avez pas à donner de détails, ni à nommer qui que ce soit. Seulement un nombre. 1, 2, 5, 7. Je veux savoir combien d'entre nous ont vécu ça. Parce que parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est le premier pas pour sortir du piège.